d'abord, merci. Aussi, merci Jean-François pour l'introduction. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'abord, merci pour l'invitation. Comme déjà dit, ayant travaillé de nombreuses années dans la région lyonnaise, c'est toujours un grand plaisir pour moi de parler devant vous aujourd'hui. Concernant la transition énergétique en Allemagne, en France, les idées sont reçues. Les idées reçues sont légion. Les uns applaudissent, les autres vitupèrent. Le nouveau gouvernement allemand, formé par les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, a pris ses fonctions le 8 décembre et le social-démocrate Olaf Scholz a été élu chancelier par le Parlement comme successeur de Mme Merkel. Ce nouveau gouvernement plaide pour une économie socio-écologique du marché et veut accélérer la transition énergétique. L'atteinte des objectifs de l'accord de Paris sur le climat est la priorité absolue. Une première tâche sera maintenant la définition de mesures concrètes pour atteindre la neutralité carbone en 2045 au lieu de 2050, décidée en mai cette année par le gouvernement sortant. Une chose est sûre, décarboner le pays en 24 ans, ce sera une tâche herculéenne. Voici le sommaire de mon exposé pour mieux comprendre le contexte de la transition énergétique. Un bref rappel des principales caractéristiques énergétiques des deux pays me paraît utile. Ensuite, regardons un peu en détail les grandes étapes de la transition énergétique et son état de lieu. La Cour des comptes a critiqué à plusieurs reprises l'avancement de la transition énergétique. J'ai choisi 4 points de critique qui me paraissent importants. Concernant le nouveau pari de la neutralité carbone en 2045, je voudrais vous donner quelques idées de ce qui attend l'Allemagne. Le nouveau gouvernement a publié fin novembre sa feuille de route de la politique commune, entre autres en matière de climat et énergie. J'aimerais conclure sur ce point avant de passer au résumé. Passons donc au bilan énergétique. Considéré en valeur absolue, la consommation finale d'énergie en Allemagne est historiquement plus élevée qu'en France, ce qui s'explique en d'autres par une population plus élevée, mais aussi une différence de température moyenne de presque 4 degrés. Aujourd'hui, la part des combustibles fossiles dans l'énergie disponible brute s'élève à presque 80% en Allemagne contre environ 50% en France. Donc, l'électricité est largement décarbonée. Ce visuel montre donc la consommation finale d'énergie par produit. La consommation de gaz naturel est plus élevée en Allemagne, tandis que la consommation d'électricité est plus élevée en France. Une des raisons est le plus grand recours à l'électricité comme énergie de chauffage en France, alors qu'en Allemagne, on se chauffe majoritairement au gaz et au fioul. Ce visuel montre maintenant la répartition par secteur, avec 28%. Je vais voir, on arrive. Bon, on peut le voir en bleu, là, ce sont les surfaces en bleu, avec 28% contre 20% en France. L'industrie pèse nettement plus sur la consommation d'énergie, ce qui est relié au poids économique de ces secteurs industriels outre-Rhin. Le secteur des transports a une part plus élevée en France qu'en Allemagne. Une des raisons est certes la superficie plus grande en France. Les marchés électriques français et allemands sont les deux plus importants en Europe, représentant à eux seuls environ 40% de la production nette d'électricité au sein de l'Union européenne. Ce visuel montre donc la production nette d'électricité en 2020. La production électrique en France est bas carbone à 91% contre seulement 57% en Allemagne. Historiquement, les deux pays n'ont pas fait le même choix des moyens de production d'électricité.
alors que la France a choisi d'orienter son appareil de production vers la technologie nucléaire. Dès les années 70, l'Allemagne a privilégié les sources de production fossiles. Malgré une baisse importante au cours de la dernière décennie, le couple houille et lignite reste avec 23% la principale source de production d'électricité fossile outre-Rhin. Depuis les années 2000, l'Allemagne a fait le choix de développer massivement les technologies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, lesquelles ont représenté environ 45% en 2020, alors qu'ils constituent 24% du mix électrique en France. L'Allemagne exploite actuellement 2 parcs de production en parallèle, d'une puissance totale de 2033 gigawatts, fin 2020, pour une pointe de consommation de l'ordre de 80 gigawatts en cas de vague de froid décennale. Fin 2020, la parc conventionnelle dispose d'environ 102 gigawatts et le parc renouvelable environ 131 gigawatts, dont 116 gigawatts sont des sources intermittentes, éoliennes et solaires. Une dizaine de gigawatts de centrales thermiques à flamme se trouvent hors marché et ne fonctionnent qu'en cas de besoin. À gauche, donc, la puissance installée en France d'environ 136 gigawatts, avec un point autour de 101 gigawatts en cas de vague de froid décennale. Environ 28 gigawatts sont intermittentes, donc peu fiables. Passons aux grandes étapes de la transition énergétique allemande. Ce visuel montre les 4 piliers de la neutralité carbone. D'abord, diminuer la consommation d'énergie grâce à l'efficacité énergétique, c'est en jaune. Privilégier les énergies renouvelables dans la consommation de l'énergie, et notamment aussi dans la consommation d'électricité. Abandon du charbon, mais aussi arrêt du nucléaire, une énergie de bas de carbone. Électrification des autres secteurs de l'économie, c'est qu'on appelle aussi le couplage sectoriel, et le remplacement de combustibles fossiles par l'hydrogène et les combustibles synthétiques lorsque l'électricité ne peut pas être utilisée directement. Et finalement, des puits carbone pour la compensation des émissions résiduelles. Je pense que cette visuel ne nécessite pas de grandes explications, les objectifs étant quasiment identiques en France. La différence, abandon du nucléaire en Allemagne et une sortie plus précoce du charbon en France. Voilà les grandes étapes de la transition énergétique. Comme ici, je n'arrive pas à trouver le point 1. Ah, c'est au milieu, ok. Les grandes étapes donc, de la transition énergétique. La loi sur les énergies renouvelables, mise en place en 2000, et l'abandon du nucléaire acté en 2002, constituent les étapes importantes de la politique énergétique allemande. La transition énergétique repose essentiellement sur la feuille de route énergétique à l'horizon 2050, aussi appelé concept énergétique, Energiekonzept en allemand, publié en 2010 et officiellement toujours valable. Ce concept définit les grandes orientations de la transition énergétique et fixe des objectifs quantitatifs. Les nucléaires devaient encore bénéficier d'une prolongation de fonctionnement au titre des technologies de transition. Mais quelques mois plus tard, le gouvernement a fait marche arrière et a même accéléré la sortie du nucléaire suite à l'accident de Fukushima. Cette décision est appelée Energiewende, le tournant énergétique. Bon, pour rester un peu dans le temps, je me limite maintenant au thème souligné. Commençons avec les énergies renouvelables. La loi sur les énergies renouvelables de 2000, c'est le premier et emblématique de la transition énergétique et le moteur du développement de ces énergies. Les conditions très avantageuses des tarifs de rachat garantis ont attiré des investissements considérables conduisant au développement massif de ces énergies et à des coûts importants pour les consommateurs.
La loi sur les énergies renouvelables, EEG en allemand, Erneuerbare Energiengesetz, a été adaptée au fur et à mesure, et les objectifs pour 2020 et 2030 ont été toujours révisés à la hausse. Regardez, on a commencé avec 20% en 2004, après on était à 35% et en réalité on a atteint 46 en 2020. Peut-être mieux. Vous pensez que c'est mieux avec ça? Oui, ça fait plein de... Okay. Bon, et puis les dernières lois sur les énergies renouvelables entrées en vigueur en 2021 visent un pourcentage de 65% à la consommation brute. Et maintenant, le nouveau gouvernement a rehaussé cet objectif à 80% d'ici 2030. J'y reviens à la fin. Bon, passons au nucléaire. Depuis la décision de la sortie accélérée du nucléaire en 2011, environ 12 gigawatts ont été déjà arrêtés. 6 centrales d'une capacité totale de 8 gigawatts sont encore au réseau. 3 centrales seront arrêtées d'ici 15 jours, fin du mois, et les 3 autres fin 2022. D'un point de vue technique, ces centrales nucléaires pourraient être exploitées plus longtemps, mais le nouveau gouvernement a confirmé la date de sortie définitive en 2022. Et il ne faut pas oublier que c'était Mme Merkel qui a sacrifié le nucléaire en 2011 suite à la frénésie médiatique provoquée par Fukushima en Allemagne. Selon l'avenant à la loi atomique entrée en vigueur le 31 octobre de cette année, l'État accordera une indemnisation totale d'environ 2,4 milliards d'euros aux exploitants nucléaires. En contrepartie, les énergéticiens s'engagent à retirer toutes les procédures judiciaires en cours. Les 4 énergéticiens, EnBW, E.ON, RWE et Vattenfall, sont responsables pour le démantèlement de 23 centrales. Ces chiffres incluent aussi les 6 centrales nucléaires arrêtées déjà avant 2011. Les provisions dans l'air brûlant s'élèvent à 22 milliards d'euros, dont presque 1 milliard par tranche. Les dépenses s'étalent sur une période s'allant jusqu'à des années 2040. Les dépenses de démantèlement les plus élevées seront attendues après l'arrêt définitif des dernières centrales en 2022. Environ 1,8 milliard entre 2022 et 2027. Passons au stockage définitif des déchets nucléaires. En principe, le financement de la gestion des déchets radioactifs revient aux producteurs selon le principe pollueur-payeur. Mais compte tenu de l'issue totalement incertaine du projet de stockage définitif des déchets de moyenne et haute activité, vie longue, les gouvernements et les exploitants ont trouvé en 2016 un accord après longue négociation. Les énergéticiens conservent la charge de fermeture et démantèlement des centrales ainsi que l'empaquetage des déchets, mais l'État assume désormais la responsabilité et les coûts pour l'entreposage et stockage définitif des déchets radioactifs. Et pour le financement de ces coûts, les énergéticiens ont versé environ 24 milliards d'euros dans un fonds public de gestion des déchets nucléaires. Pour le déchet radioactif dépassant le seuil de libération, les concepts allemands reposent sur des lieux différents de stockage. Il existe pour le déchet, on dit en Allemagne non exothermique, pour vous c'est plutôt faible moyenne activité vie court, déchets d'exploitation et de démantèlement. Donc il y a en total 3 sites. Le volume total estimé est 620 000 mètres cubes. Et puis
pour le stockage des déchets de moyenne et haute activité à vie longue, donc du combustible irradié, déchets vitrifiés et des retraitements. Il y a donc encore un site en recherche. Les deux sites existants pour le déchet de faible activité, Mors-Asse et Morsleben, ils ont clos et n'accueillent plus de déchets. Et dans l'avenir, ces déchets de faible et moyenne activité sont stockés dans l'ancienne mine de fer de Konrad, aussi en Basse-Saxe, proche de Salzgitter, et la mise en service est prévue en 2027. Bon, comme déjà dit, concernant le stockage le stockage définitif des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, la situation reste en attente de la sélection d'un nouveau site. Le site de référence était initialement le dôme de sel de Gorleben, il est aussi là, aussi en Basse-Saxe, en exploration depuis 1979, mais le ministère fédéral d'Environnement a décidé en septembre 2021 de fermer définitivement ce site. Le gouvernement avait déjà décidé en 2011 de reprendre à zéro la recherche d'un site de stockage de déchets exothermiques en raison des critiques sur le processus de sélection de Gorleben. La loi sur la sélection d'un site, entrée en vigueur en 2013, a été modifiée en 2017 par un avenant qui fixe les détails des processus de recherche. L'objectif était de retenir définitivement son implantation jusqu'à 2031. Et puis en attendant la mise à disposition d'un site de stockage définitif, les assemblages usés issus des centrales nucléaires et des déchets de retraitement rapatriés, ils ont stocké à sec dans les conteneurs Castor sur le site nucléaire et les deux centres de stockage provisoires à Gorleben et à Ahaus. Permettez-moi un mot sur les rapatriements des déchets et de retraitement. Jusqu'à 2005, les exploitants nucléaires ont fait retraiter leurs combustibles usés, notamment en France et en Royaume-Uni. Le droit international oblige l'Allemagne à la reprise des déchets de retraitement. En grande partie, ces déchets sont déjà retournés en Allemagne. Environ 97% de l'activité importée en France a déjà été reprise. 108 conteneurs type Castor contenant des déchets hautement radioactifs de l'usine de retraitement de La Hague ont été transportés au centre de stockage de Gorleben. En revanche, les déchets de moyenne activité à vie longue restaient à renvoyer. Compte tenu du retard très important dans le développement des solutions techniques envisagées pour le transport de ces déchets, le dernier retour était susceptible d'être reporté à l'horizon des années 2040. Cet retard étant inacceptable pour la France, le gouvernement allemand a adopté en juin 2021 une nouvelle solution pour la reprise de ces déchets qui permettra de réduire le nombre de transports et de respecter l'échéance de 2024. Il est maintenant prévu de transporter au départ de La Hague 30 conteneurs vides mais contaminés au centre de stockage de Ahaus et 3 à 5 conteneurs Castor dans le hall de stockage de la centrale de Philipsburg. Ce sont donc des déchets hautement radioactifs vitrifiés. Et les déchets métalliques issus des traitements des combustibles usés restent en France. Au total, l'Allemagne reprend à la France la même quantité de radioactivité que celle convenue initialement. Cependant, le volume de déchets et donc le nombre de transports sont réduits. La partie française, en revanche, supporte des coûts supplémentaires pour le stockage final d'un plus grand volume de déchets métalliques et reçoit pour ça une indemnisation de la part des exploitants allemands. La valeur n'est pas exactement connue, mais c'est autour de 1 milliard d'euros. Outre les 3 à 5 conteneurs de La Hague, encore
14 conteneurs Castor contenant des déchets vitrifiés de l'usine de retraitement de Sellafield seront rapatriés et stockés dans le hall de stockage sur le site de Isar et Brockdorf en Allemagne du Nord. Et 6 conteneurs ont été déjà transportés à Biblis de Sellafield en novembre l'année dernière. Passons à la taxe carbone sur les émissions de produits combustibles non couverts par le système européen d'échange de quotas d'émissions. La adoptée en 2019 s'appelle Brennstoffemissionshandelsgesetz, un vrai violon pour un français. La taxe est intégrée pour l'instant au prix final de l'essence, du gasoil, du fioul et du gaz naturel. Les tables montrent la hausse du prix par rapport à un scénario sans la taxe. Donc, on arrive, par exemple, on a eu 600 en 2021 et puis on arrivera à plus que 1300 en 2025. Ça, c'était actuellement prévu. Les recettes de la taxe carbone seront réinvesties dans les mesures de la protection du climat ou restituées aux citoyens à titre de compensation, par exemple, allègement sur la charge de soutien des énergies renouvelables. Bon, en France, cette taxe a alimenté la colère des Gilets jaunes. On verra ce qui se passera en Allemagne compte tenu de l'envolée des prix du gasoil, du gaz et du fioul. Près d'un tiers des émissions relèvent du secteur énergétique. La décision de sortie progressive de la production d'électricité à partir de la houille et des lignites, au plus tard d'ici 2038, représente donc un élément central de la politique de réduction des émissions dans ce secteur. En novembre 2021, la capacité installée des centrales à houille et lignite s'élevait à 40 gigawatts, donc environ 6 gigawatts en réserve stratégique fonctionnant en marge du marché. Bon, le visuel montre donc les dispositions de la loi de sortie du charbon. Allemagne vise l'abandon du charbon en 2 étapes intermédiaires, réduction à 30 gigawatts jusqu'à fin 2022, à 17 gigawatts avril 2030 et à 0 au plus tard 2038. Pour les centrales à lignite, il existe un calendrier détaillé de fermeture annexé à la loi. Les exploitants reçoivent une indemnité de 4,35 milliards d'euros pour celles mises hors service avant 2030, sous réserve de l'accord de la Commission européenne qui a ouvert en mars 2021 une enquête sur la conformité aux règles en matière d'État. Pour les centrales à houille et les centrales à lignite inférieures à 150 MW, la loi prévoit que la réduction des capacités sera mise en œuvre à l'aide des enchères. Et les gestionnaires de réseaux de transport vérifieront si certaines installations retenues pour le déclassement nécessitent un classement important systémique. Les cas échéants, elles seront mises en réserve stratégique. En revanche, la loi n'exclut pas la reconversion des installations à la biogaz et à la biomasse. Bon, également entrée en vigueur en 2020, la loi sur le renforcement structurel qui prévoit un soutien pour les régions charbonnières à hauteur de 40 milliards d'euros. Bon, je ne rentre pas dans le détail, voilà les calendriers détaillés des fermetures des centrales à lignite annexées à la loi. Presque 3 gigawatts seront donc définitivement arrêtés avant fin 2022. Comme déjà dit, pour les centrales à houille et petites centrales à lignite, il y a des appels d'offres. Au total, 7 appels d'offres sont prévus entre 2020 et 2023. La prime d'arrêt maximale octroyée par mégawatt de puissance nette installée est plafonnée et dégressive pour inciter la soumission précoce des offres. Les 3 premiers appels d'offres prévus pour fixer la capacité destinée au déclassement à l'horizon de 2022 a déjà eu lieu.
Et puis les centrales à houille restant après le dernier appel d'offres feront l'objet d'une fermeture par ordonnance sans compensation à partir de 2027. Bon, suite à la vérification de l'importance systémique par le gestionnaire des réseaux, au moins déjà 2 centrales à houille seront converties en déphaseurs rotatifs et pourront ainsi contribuer à la stabilité du réseau à l'avenir par la fourniture-absorption de puissance réactive. La raison, compensation de la perte de puissance réactive après fermeture définitive de la centrale nucléaire de Gronde fin de cette année. Comme le disait déjà Nietzsche, le diable se cache dans les détails. L'Union européenne a décidé une réduction nette des gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990 et vise la neutralité carbone en 2050. Mais l'Allemagne veut faire mieux. Critiqué par sa Cour constitutionnelle, le gouvernement de Mme Merkel a durci considérablement ses objectifs climatiques. Le gouvernement compte maintenant atteindre la neutralité carbone en 2045, soit 5 ans plus tôt que prévu pour l'Union européenne. Et comme étape intermédiaire, on vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 65% versus 1990 d'ici 2030 et contre 55 auparavant. Jusqu'à 2030, la loi fixe des objectifs juridiquement contraignants en matière des émissions de gaz à effet de serre pour chaque année et pour chaque secteur économique. Et la part la plus importante des réductions supplémentaires sera supportée par le secteur énergétique, ici en bleu, et aussi celui de l'industrie en rouge. Mais comme déjà dit, la définition des mesures concrètes a été laissée au nouveau gouvernement. Les mesures actuellement existantes sont largement insuffisantes pour atteindre les nouveaux objectifs. Passons à l'avancement de la transition énergétique. Ce visuel montre le concept énergétique de 2010 et l'état des lieux. Je pars volontairement de 2019 car 2020 est asymptomatique en raison de la crise sanitaire. Ce visuel issu du rapport monitoring du gouvernement montre les objectifs quantitatifs du concept du 2010. Je ne rentre maintenant pas dans les détails de chaque chiffre. Ce concept ne remonte plus aux nouvelles exigences compte tenu du durcissement de l'objectif climatique. Regardons donc plutôt les couleurs pour 2019. En dehors des énergies renouvelables, les résultats, notamment au niveau des émissions, sont plutôt médiocres. Les résultats 2020 sont certes meilleurs, mais faussés par la pandémie. Et puis, au niveau des gaz à effet de serre, on s'attend déjà en 2021 à une augmentation de l'ordre des 6% par rapport à 2020. Le visuel montre les objectifs 2020-2030 des loués et puis aussi le bilan d'étape pour la France et l'Allemagne. Les valeurs de 2020 sont provisoires. En Allemagne, on notera des gains substantiels entre 1990 et environ 2005. La raison principale de la baisse était suite à la réunification, la fermeture et la modernisation des vieilles usines très polluantes en Allemagne de l'Est. L'Allemagne a atteint en 2020 une réduction de plus de 40% par rapport à 1990. Donc l'objectif de moins 40% a été atteint. Avec une réduction de 27% par rapport à 1990, la France atteint largement son objectif 2020. Bien entendu, les chiffres sont fortement influencés par la crise sanitaire. Mais maintenant, une petite réflexion. L'Allemagne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 40% en 30 ans. L'objectif de 2030 signifie maintenant une baisse à nouveau de 40% par rapport à 2020, mais cette fois-ci en moins de 10 ans. Il faut le faire.
On attend souvent en France que les Allemands auraient massivement fait appel aux centrales à charbon pour compenser l'arrêt de leurs centrales nucléaires. En effet, à partir de 2011 jusqu'à 2013, il y avait une augmentation de la production du couple houille et charbon. En revanche, à partir de 2014, la production a reculé de presque la moitié et a été compensée par une forte hausse de la production renouvelable. Mais il y a quand même un petit problème concernant la production de l'électricité bas carbone. Malgré donc l'augmentation de la production renouvelable, donc la production totale, énergie renouvelable et nucléaire, stagne depuis 2020. Donc la production renouvelable en 2020 n'a pas suppléé la perte de production résultant de l'arrêt de la centrale nucléaire de Philipsburg. Déjà dans le passé, l'arrêt des centrales nucléaires a eu un impact négatif sur l'évolution de la production totale bas de carbone. On peut le voir ici, on peut le voir ici. Et puis, sans qu'une seule tonne de CO2 supplémentaire sera économisée, une augmentation de 25% de la production renouvelable d'ici fin 2022 sera nécessaire pour pallier les environ 70 TWh produits par le nucléaire en Allemagne cette année. Lors des 3 premiers trimestres en 2020, à gauche, la production éolienne avait dépassé la production du couple lignite et houille. Ce fait a été largement relayé par la presse, mais en 2021, les couples houille-lignite est avec 27% à nouveau la première source de production électrique lors des 3 premiers semestres. Et en parallèle, la production éolienne est en recul par rapport à la même période de l'année précédente, passant de 23% en 2020 à 19% en 2021. Je n'ai pas pu mettre ça sur le visuel. J'ai reçu hier les premiers pronostics pour l'année 2021. La consommation brute a augmenté environ 3% en 2021 par rapport à 2020, la consommation brute d'électricité. Et la production renouvelable est en baisse de presque 5%, malgré une augmentation de la puissance installée de 5 à 6 gigawatts. Leur part à la consommation brute a baissé à environ 42%, soit au niveau de 2019. Ce qui est étonnant, compte tenu des mauvaises conditions météorologiques, les éoliens ont produit 15 TWh de moins en 2021 par rapport à 2020. Passons aux critiques de la Cour des comptes. Voilà les points que j'ai sélectionnés. Mauvais pilotage de la transition énergétique, coût élevé de l'électricité pour les ménages et petites et moyennes entreprises, lente modernisation des réseaux, suivi insuffisant de la production de la sécurité d'approvisionnement d'électricité. Et puis, la Cour des comptes a plusieurs fois déjà dit que les performances affichées de la transition énergétique divergent des objectifs fixés sur plusieurs indicateurs. Passons au mauvais pilotage. Selon un rapport spécial de la Cour des comptes 2018, la transition énergétique est mal gérée par le ministère responsable, c'est le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Déjà dans le ministère, il y a des multitudes des unités et départements, il n'y a pas de chef de projet. Il y a 6 ministères qui s'occupent, il y a 40 comités, il n'y a pas de pilote à bord. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais c'est pas comme ça qu'on devrait piloter une transition énergétique. Mais dans sa réponse,
le ministre à l'époque estime que la coordination est efficace. Mais quand même, le nouveau gouvernement a fait maintenant des changements. Je viens là-dessus, on va créer un super ministère de l'économie, énergie et de la transition énergétique pour rassembler les compétences actuellement dispersées dans différentes unités. Coût élevé d'électricité pour les ménages et PME. Dans son rapport de mars 2021, la Cour des comptes critique les coûts élevés d'électricité pour les ménages et les PME en tête des classements européens. 3/4 de 81 milliards des dépenses pour l'électricité sont constituées des composants réglementés par l'État, ce sont les composants en bleu. La moitié, environ 40 milliards pour les taxes et contributions diverses. La charge de soutien des énergies renouvelables détient la plus grande part en vert à droite. Selon la Cour, ce niveau de prix risque de dépasser la capacité financière des consommateurs finaux et ainsi compromettre la place économique allemande et l'acceptation sociétale de la transition énergétique. Une réforme fondamentale de la tarification serait nécessaire selon la Cour des comptes. Au niveau de la charge de soutien des énergies renouvelables, le gouvernement a réagi. À partir de 2021, la charge de soutien est plafonnée grâce à une subvention financée par les recettes provenant de la taxe carbone. Et la charge de soutien tomberait en 2022 à son plus bas niveau grâce aux flambées du prix de l'électricité sur le marché du gros. C'est comme en France, c'est toujours la différence entre l'électricité vendue sur le marché et les allocations accordées aux exploitants des renouvelables, c'est toute la différence. Si le prix des marchés est plus élevé, logiquement, les dépenses sont plus bas de la taxe de soutien. Mais cela ne conduirait pas forcément à une baisse des prix de l'électricité, car les autres composants, fournitures et tarifs d'utilisation de réseau augmenteront dans l'avenir. Et en plus, le plafonnement de la charge de soutien grâce à la subvention d'État ne permettrait pas d'économiser un seul cent. Les consommations les payent d'une autre poche, ce qui entraîne aucun allègement réel. Voilà les résultats de la flambée des prix qui a réduit de moitié la charge de soutien des énergies renouvelables, passant de 33 milliards en 2021 à seulement 16 milliards en 2022. Et la contribution des consommations finales sera seulement 13 milliards en 2022 contre 22 milliards en 2021. Ça, c'est peut-être intéressant si on fait maintenant, si on regarde les dépenses du consommateur final en pourcentage du PIB. Le pourcentage est relativement stable. C'est la figure à gauche, autour de 7%. Les dépenses ont donc la tendance à évoluer en proportion du PIB, pardon, en Allemagne c'est l'envers, PIB, et même baissé ces dernières années par rapport aux l'année avant. Malgré les coûts élevés d'électricité, les dépenses pour le secteur électrique se sont donc stabilisées autour d'un niveau de 2,3, 2,4, donc c'est l'image à droite. J'ai mis en bas les chiffres de la France pour 2019, en absolu plus bas, mais en pourcentage du PIB comparable à ceux de l'Allemagne. Toutefois, si les prix sur le marché de l'énergie demeurent aussi élevés qu'en 2021, les dépenses augmenteront. Passons à la modernisation ou la lente modernisation du réseau.
Le développement des réseaux de transport et de distribution est crucial, un véritable talon d'Achille de l'énergiewende. Les gisements de vent dans le nord du pays étant géographiquement distants des grands centres de consommation dans l'ouest et sud industriels, l'épine dorsale est constituée par plusieurs tracés nord-sud en courant continu afin de limiter les congestions. Selon la Cour des comptes, la modernisation des réseaux ne suit pas le rythme de développement des énergies renouvelables et accuse un retard d'au moins 5 ans sur le planning. Ce retard pourrait également avoir un impact sur la sécurité d'approvisionnement. Le plan actuel de réseau de transport prévoit environ 12 200 km, nouvelles lignes et renforcement de lignes existantes, et seuls 14,5% ont été réalisés mi-2021. À cela se rajoute la connexion des éoliens en mer, environ 3650 km réalisés d'ici 2030. Le développement des réseaux de distribution est également d'une grande importance pour la mise en œuvre de la transition énergétique. La majorité des installations des énergies renouvelables décentralisées y est raccordée. De plus, l'électrification des autres secteurs de l'économie conduit à la croissance rapide de nouveaux consommateurs connectés également au réseau de distribution. Les investissements à l'horizon de 2030 dans les réseaux de transport, de distribution et les connexions offshore sont actuellement estimés à 100 à 120 milliards d'euros. Et suite au durcissement de l'objectif climatique, les volumes de modernisation sera plus important et pourrait même atteindre 150 milliards d'euros. Mais il y a aussi un autre effet de la lente modernisation des réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport sont obligés de recourir régulièrement à un management accru du réseau. Depuis 2017, les coûts dépassent régulièrement 1 milliard d'euros par an pour la stabilisation. Et la tendance poursuivra pour 2021. Premier semestre, on est déjà à 800 millions, donc on dépassera certainement aussi le milliard dans toute l'année. Le poste le plus élevé est l'indemnisation des producteurs d'énergie renouvelable pour l'écrêtement de leur production, c'est la partie en vert, faute de pouvoir acheminer leur surproduction aux consommateurs. Et bien entendu, ces coûts sont supportés par les consommateurs finaux. Et encore un autre effet intéressant. L'arrêt définitif des centrales nucléaires fin 2022 entraînera l'accroissement des flux d'électricité entre le nord et le sud du pays. Et en absence de tracés en courant continu, l'Agence fédérale des réseaux craint pour l'équilibre du réseau en situation dégradée. C'est pour cela que la construction d'une capacité de soutien de réseau de 1200 MW, 4 sites de turbines à gaz, est prévue dans les régions au sud de l'Allemagne. Les objectifs et la stabilisation du réseau en cas de situation dégradée, pour ceux qui connaissent la violation du critère N-1. Les installations fonctionneront donc uniquement en cas de besoin. Si la sécurité du système est menacée, en revanche, la commercialisation de l'électricité produite est exclue. La mise en service de ces installations est prévue à partir d'octobre 2022. Elles seront maintenues en fonctionnement pendant 10 ans en attendant la mise en service des tracés nord-sud en courant continu. À titre d'exemple, en bas, le gestionnaire de réseau Amprion a attribué à RWE les contrats de construction et d'exploitation de 11 turbines à gaz sur le site nucléaire de Biblis. C'est le monde envers. Les coûts totaux des 4 installations sont estimés à environ 800 millions d'euros. À ça s'ajoutent les frais de fonctionnement pendant 10 ans et bien sûr le consommateur paiera la facture. Passons à l'insuffisance de la sécurité d'approvisionnement. Si environ 22 gigawatts sont déclassés et les centrales actuellement en construction de 3,6
6 gigawatts connectés au réseau à temps. L'Allemagne perdra de l'ordre de 19 à 20 gigawatts entre 2021 et 2023. Selon la Cour des comptes, la sécurité d'approvisionnement serait soumise à des risques dont le gouvernement n'a pas pleinement pris conscience. Il faut étudier d'urgence des scénarios qui reflètent de manière fiable les évolutions actuelles et les risques affectant l'offre et la demande. Et en plus, le nouveau gouvernement veut avancer l'abandon du charbon à 2030. Donc, l'Allemagne pourrait perdre environ 50 gigawatts de moyens pilotables et en même temps, la demande d'électricité augmenterait au moins 100 TWh par rapport à aujourd'hui. Depuis 2021, le suivi permanent de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et électricité est assuré par l'Agence fédérale des réseaux, un rapport actualisé et en préparation, attendant les résultats. En revanche, je ne m'associe pas aux gens qui prédisent un blackout immédiat. À court terme, la sécurité d'approvisionnement en électricité sera assurée par la mise en réserve stratégique des centrales à houille et la construction de turbines à gaz, et à l'horizon de 2030 par la construction de nouveaux moyens pilotables. Je reviens là-dessus. Voilà la situation et les critiques de la Cour des comptes. Je passe au nouveau pari de la neutralité carbone en 2045. Ces dernières 30 années, la réduction annuelle des émissions était en moyenne 15 mégatonnes CO2 équivalent par an, soit un total de 35% par rapport à 1990 en 2019. Les réductions les plus importantes ont été réalisées dans le secteur de l'énergie en bleu et du bâtiment en violet. En revanche, dans le secteur du transport en jaune, les émissions sont pratiquement restées au même niveau qu'en 1990. Les 2 prochaines décennies, la réduction annuelle des émissions devra doubler, soit une réduction de plus de 30 mégatonnes CO2 équivalent par an. Bon, je crois que pour y arriver, il faudra mettre en œuvre un paquet de mesures sans précédent. Selon une étude de l'Agence allemande de l'énergie, la consommation finale d'énergie doit diminuer de l'ordre de 40% entre 2018 et 2045, passant de 2500 TWh à 1500 TWh. Les leviers importants seraient les gains d'efficacité élevés dans le secteur ainsi que leur électrification. En ce qui concerne la consommation finale d'énergie, on assistera à une transition des énergies fossiles vers l'électricité bas carbone, l'hydrogène et combustibles renouvelables. Selon les pronostics, en 2045, l'électricité bas carbone représentera la moitié de la consommation finale en bleu. À partir de 2030, l'hydrogène en vert deviendra un vecteur énergétique croissant. En 2045, environ 15% de la consommation finale sera couverte par l'hydrogène produite par électrolyse. Enfin, ce sont les pronostics. Aussi, en 2045, les combustibles fossiles, gaz, gasoil, essence et kérosène seront remplacés par des combustibles synthétiques. Regardons en détail le secteur électrique. À gauche, les concepts énergétiques de 2010 qui visaient une réduction de 80% des gaz à effet de serre à l'horizon de 2050 par rapport à 1990. Et ces concepts supposent un recul de 25% de la consommation d'électricité à l'horizon de 2050. Sur les 460 TWh encore consommés en 2050, environ 20% sera importé. La production nationale de 355 TWh sera assurée à 80% par le renouvelable et les soldes par les centrales thermiques à gaz.
Ces scénarios ne répondent plus aux nouvelles exigences. Plusieurs instituts prévoient maintenant une forte hausse de la consommation d'électricité à plus de 700 TWh en 2030 et à plus de 1000 TWh en 2045. Donc une augmentation d'au moins 70% au lieu d'une baisse de 25%. La pointe de consommation augmenterait au-delà de 100 gigawatts au lieu de baisser comme supposé dans le concept de 2010. Ceci est lié à l'électrification des usages dans le domaine de la mobilité, voiture électrique, transport ferroviaire, l'habitat, pompe à chaleur, la production de batteries et numériques et notamment la génération d'hydrogène par électrolyse. Plus de 90% de la consommation serait fournie par l'énergie renouvelable. Le reste est un mix entre importation, moyens de stockage, step batterie et de nouvelles centrales thermiques bas carbone pour assurer la sécurité d'approvisionnement pendant les périodes de faible production renouvelable. Mais il ne faut pas oublier que la sortie du nucléaire a été décidée en 2011 sur l'hypothèse d'une réduction de la consommation d'électricité. Pour faire la place aux énergies renouvelables, il fallait par simple soustraction fermer le nucléaire. La sortie du nucléaire a été donc décidée sur des hypothèses aujourd'hui caduques. Cela accroît la pression sur la transition énergétique sans recours au nucléaire. Ce passé du nucléaire et du charbon implique donc une accélération massive du développement des énergies renouvelables. Selon les différentes études, il faudrait disposer d'une capacité jusqu'à 350 gigawatts en 2030 et jusqu'à 650 gigawatts en 2045 contre 130 gigawatts aujourd'hui. Pour y arriver, il faudrait tripler le rythme annuel de déploiement par rapport à la période de 2015 à 2020. En même temps, il faudra conserver une bonne sécurité d'approvisionnement par un socle de moyens pilotables bas carbone. Tout cela pose la question de la faisabilité, mais aussi de l'acceptabilité sociétale. Boston Consulting a récemment estimé les investissements cumulés pour le nouvel objectif climatique à l'horizon de 2030, soit 860 milliards d'euros, environ 100 milliards d'euros par an entre 2022 et 2030. Presque la moitié des investissements, en bleu, 415 milliards, ira dans le secteur énergie. Deux blocs représentent près de 80% des investissements dans ce secteur. La modernisation des réseaux électriques et le développement des éoliens et du photovoltaïque. Bon, passons à la fin aux grandes lignes de la politique, de la nouvelle politique du gouvernement, qui a pris ses fonctions en décembre. La coalition des sociaux-démocrates, verts et libéraux, aussi appelée coalition feu tricolore, surnommée aussi en raison des couleurs de leurs trois partis, a rendu public le 24 novembre un document de 177 pages posant les bases de leur collaboration, le traditionnel contrat de coalition. Bien que n'étant pas juridiquement contraignant, ces documents permettent aux partis membres du gouvernement de se positionner sur les sujets majeurs en détaillant les grandes lignes du programme des 4 prochaines années, avec pour mot ordre oser plus de progrès, alliance pour la liberté, l'équité et la durabilité. Le nouveau gouvernement fait la part belle à la lutte contre le changement climatique. Le co-dirigeant de la partie de Verts, Robert Habeck, ici à droite, est chargé du nouveau super-ministère de l'économie, de l'énergie et du climat dans ce nouvel exécutif. Et M. Habeck, qui aura aussi la fonction de vice-chancelier, a étudié la philosophie et la germanistique. Peut-être pour cette tâche herculéenne, un philosophe, c'est peut-être pas mal. Bon, encore sur cette photo, à gauche, le ministre des Finances, Christian Lindner, bon, le chancelier, j'ai déjà dit, et puis la dame Annalena Baerbock et
les ministres des Affaires étrangères. Voici le résumé de la politique énergétique. Au niveau donc climat, l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris est la priorité absolue. L'accord de Paris vise une hausse inférieure à 2 degrés, si possible limitée à 1,5 degré. Et le gouvernement allemand souhaite aligner sa politique climatique sur une limitation de 1,5 degré. Une stress test climatique ClimaCheck devient obligatoire pour les nouvelles lois afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs climatiques. Un programme d'urgence pour la protection du climat avec des lois et mesures concrètes est prévu avant fin 2022. L'instrument central de la politique climatique sera le système européen des échanges de quotas d'émissions. L'Allemagne s'engagera au niveau européen pour un prix minimum de la tonne CO2 de 60 € et pour la création d'un deuxième système des échanges de quotas d'émissions pour le secteur de la chaleur et des transports. En plus de la création des puits de carbone naturels, le gouvernement reconnaît la nécessité des puits de carbone technologiques et compte élaborer une stratégie à long terme pour gérer les émissions résiduelles inévitables. Le pronostic de la consommation électrique est relevé à un niveau plus réaliste à l'horizon de 2030. Le nouveau gouvernement part d'une consommation brute de 680 à 750 TWh d'ici 2030, suite à l'électrification accrue des autres secteurs de l'économie par de nouveaux consommateurs. La part de 80% d'énergie renouvelable dans la consommation brute d'électricité est visée. Face à la hausse des prix d'énergie, le financement de la charge de soutien pour le renouvelable sera assuré à partir de 2023 par l'État, en grande partie grâce aux recettes provenant de la taxe carbone. Et le gouvernement a l'intention de supprimer complètement les subventions des renouvelables après l'abandon du charbon. L'accélération du développement des énergies renouvelables nécessite également une modernisation accrue des réseaux électriques selon les contrats de coalition. L'attitude négative du gouvernement allemand vis-à-vis du nucléaire persiste. La sortie du nucléaire d'ici 2022 est confirmée. Comme le gouvernement sortant, la coalition Feu tricolore milite en faveur de la fermeture des réacteurs à risque situés à la proximité de la frontière allemande. Nouveau est son engagement au niveau européen pour que l'énergie nucléaire supporte elle-même les coûts qu'elle engendre. Ce que cela signifie en détail n'est pas très clair. J'ai consulté mes collègues de la Société allemande d'énergie nucléaire. Ils supposent que le gouvernement veut s'investir dans les exigences accrues en matière de financement du démantèlement, de la gestion des déchets et de la responsabilité civile des exploitants nucléaires. En tout cas, des conflits avec des pays voisins pro-nucléaires sont donc prévisibles. En revanche, le contrat de coalition ne mentionne pas explicitement la taxonomie de l'Union européenne, ni pour le nucléaire, ni pour les centrales à gaz. La loi actuellement en vigueur prévoit l'abandon du charbon en 2038. Comme déjà dit, le gouvernement souhaite accélérer la sortie et l'avancer à 2030, dans l'idéal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gouvernement se prononce clairement en faveur de la construction de nouvelles centrales à gaz comme technologie de transition pour garantir l'approvisionnement en cas de la sortie avancée du charbon. Elle doit être construite de manière à pouvoir être convertie à gaz neutre pour le climat. On appelle ça en Allemagne hydrogène ready. L'industrie évalue les besoins de nouvelles centrales à gaz d'ici 2030 à environ 40 gigawatts en plus de 30 gigawatts déjà existantes. Néanmoins, il est loin d'être assuré que la capacité nécessaire pour trouver des investisseurs et être disponible à temps. La construction de nouvelles centrales à gaz n'est pas rentable car les heures de fonctionnement seront de plus en plus réduites
au fur et à mesure du développement des énergies renouvelables. Et l'État ne se prononce actuellement pas sur les incitations qu'il accordera aux futurs investisseurs. En revanche, il faut saluer le fait que le nouveau gouvernement souhaite contrôler régulièrement la sécurité d'approvisionnement et le développement des énergies renouvelables et pour cela améliorer le monitoring de la sécurité d'approvisionnement en électricité et de la chaleur. L'étude de scénario worst case comme stress test déjà demandé par la Cour des comptes est prévue. Ce visuel montre le nouvel objectif de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Il est très ambitieux, surtout dans le contexte d'une consommation d'électricité croissante. Une part de 80% à la consommation de 700 TWh d'ici 2030 signifie plus que le doublement de la production renouvelable par rapport de 2020, de 250 à 560 TWh. Et puis, la mauvaise nouvelle, en 2021, il y a une forte baisse de la production. Bon, ça commence mal. Bon, d'accord, la simplification des procédures de planification et d'autorisation des renouvelables pourrait toutefois jouer un rôle accélérateur. Au premier semestre 2021, la capacité des photovoltaïques s'élevait à 56 gigawatts. Le nouveau gouvernement prévoit 200 gigawatts à l'horizon de 2030. Les éoliens en mer passeront à 30 gigawatts contre environ 8 gigawatts aujourd'hui. Aucune valeur cible n'est fixée pour les éoliens terrestres dans les contrats de coalition. La superficie réservée aux éoliennes terrestres passerait à 2% du territoire contre actuellement 0,9%, soit une augmentation de leur capacité estimée à 100 à 130 gigawatts d'après évaluation de l'Association de l'industrie et de l'énergie de l'eau. Donc pratiquement un doublement par rapport au premier semestre 2021. Et par comparaison, le gouvernement sortant tablait sur une consommation brute d'électricité de 580 TWh en 2030. Et puis un objectif de 65, une part des énergies renouvelables de 65%. Donc 100 gigawatts, seulement 100 gigawatts photovoltaïques, 20 gigawatts éolien en mer et 71 gigawatts éolien terrestre. Passons au secteur du chaud, du froid et des transports. Une augmentation de la part des énergies renouvelables à 50% dans le chauffage de bâtiments est visé d'ici 2030. Cet objectif est très ambitieux si l'on considère qu'actuellement seulement 15% ont été réalisés. Les décisions nécessaires seront prises pour atteindre la décarbonisation du secteur de la mobilité. En outre, sont prévus, seuls les véhicules dits zéro émission seront autorisés à la vente à partir de 2030. 2035, donc pratiquement c'est ça que la Commission européenne propose. Cet point était une forte discussion puisque les Verts ont voulu interdiction des moteurs thermiques à partir de 2030, mais les sociaux-démocrates n'ont pas accepté. Donc 15 millions de voitures électriques et 1 million de bornes de recharge à l'horizon de 2030. Le gouvernement sortant visait 7 à 10 millions de véhicules électriques, développement des transports ferroviaires et des transports communs. Au niveau du plan national de déploiement d'hydrogène, qui était donc entré en vigueur en 2020, il sera adapté au moins 10 gigawatts au lieu de 5 gigawatts précédemment d'électrolyseurs seront prévus en 2030 et le développement des réseaux d'hydrogène sera accéléré. L'hydrogène sera utilisé dans un premier temps là où il n'existe aucune alternative aux combustibles fossiles. La production d'hydrogène étant électro-intensive, les énergies renouvelables de l'Allemagne ne pourront pas à elles seules y suffire. Une grande quantité d'hydrogène sera importée à moyen terme. Voilà. Donc passons au résumé. L'Allemagne veut durcir considérablement ses objectifs climatiques, neutralité carbone en 2045,
Il reste donc 24 ans pour la décarbonation du pays. Or, jusqu'à maintenant, au-delà des déclarations de principe, les stratégies efficaces ont souvent fait défaut. Le nouveau gouvernement veut accélérer la transition énergétique et doit mettre en œuvre un paquet de mesures sans précédent avec des effets concrets sur la vie quotidienne, une tâche herculéenne à la limite de la faisabilité. Certes, l'adhésion des citoyens à la transition énergétique est encore forte. Un échec risque de compromettre la place économique allemande et l'acceptation sociétale. Donc, les 10 prochaines années détermineront si l'Allemagne parviendra à mettre en œuvre ses ambitions climatiques. L'État doit créer des conditions favorables à une transformation environ 3 fois plus rapide qu'au cours des dernières 30 années. Donc, les ambitions de l'énergie sont à l'épreuve de fait dans les prochaines années et l'Europe et la France en particulier devront suivre de près l'avancement et les conséquences. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que je vous ai donné quelques informations utiles afin que vous puissiez vous former une opinion propre sur la transition énergétique allemande et en tirer une éventuelle leçon pour la France. Merci. Merci beaucoup, Hartmut. Une première petite question. Tu as parlé du seuil de libération pour les déchets nucléaires. Il est fixé à combien? C'est la règle qui est pratiquement courant. C'est les critères 10 microsievert. D'accord. Ouais. Merci. La question la plus importante, c'est, bon, il y a un programme, je dirais délirant, toi tu dis ambitieux, sur les énergies renouvelables. Est-ce que quelque part, un service sérieux a fait le calcul ou le bilan des métaux rares nécessaires pour cette transition énergétique, enfin pour toutes ces capacités renouvelables, métaux rares, matières rares, etc. Et est-ce qu'on sera capable de les avoir? Voilà. Oui, je connais cette discussion qui fait partie des discussions en France, mais honnêtement, dans toutes les études allemandes que j'ai lues, cette question n'est pas à la une pour le moment. On pense toujours que ce serait faisable de trouver assez de matières premières. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. J'ai regardé avec attention votre présentation. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu et qui pourtant devrait avoir une place prépondérante, surtout si on veut faire de 80 à 90% de renouvelables. C'est le stockage. Le stockage court terme et le stockage long terme, bon, ça peut être de l'hydrogène. Et sur le stockage court terme, si vous produisez 250 à 300 gigawatts d'énergie simultanément avec le photovoltaïque et l'éolien, vous en faites quoi? Disons, au niveau, je crois que vous connaissez comme moi la situation, qu'au niveau stockage, les technologies actuelles ne remplissent pas encore les conditions requises pour être utilisées à une grande échelle à l'horizon de 2030. Bon, effectivement, on mettra des batteries, on a des steps, mais si vous faites un calcul, ce qu'on a réellement, c'est ridicule. Regardez, en Allemagne, vous avez presque, admettons, 700 TWh. Il faudrait presque 2 TWh par jour pour couvrir la consommation, environ 20 TWh pour un épisode de 10 jours de faible production ENR. Et ça existe, on a déjà vu ça. Donc, nous avons des steps 40 gigawattheures. Ce n'est pas grand-chose. Il faudra plus de batteries. Donc, si on arrive techniquement à stocker
4 gigawattheures dans 1 gigawatt de batterie, ce qu'on n'arrive pas actuellement. On est plutôt à 1 à 2 gigawattheures. Il faudrait plus de 5000 gigawatts de batterie en moins de 10 ans. Je crois que c'est illusoire. Je ne peux pas dire d'autre chose. Donc vos scénarios ne sont pas réalistes. Si, le scénario est qu'on a une parc en centrale à gaz en backup pour les situations. Oui, mais le surplus de production, quand vous produisez en plus, ça arrive. À ce moment-là, l'été, par exemple, vous allez produire en plus. Qu'est-ce que vous en faites de l'énergie? Il sera écrété. C'est Alors qu'on là, fait déjà maintenant. D'accord, mais dans ce cas-là, c'est les coûts qui s'envolent. Oui. Les coûts ne jouent pas un rôle majeur dans tout ce contexte-là. Docteur, une question sur les éoliennes. Je pense qu'actuellement, votre parc doit être à peu près de 31 000 éoliennes installées, dont 1500 en mer. Les chiffres que vous nous avez cités font penser qu'on va encore en construire 60 à 80 000. Donc, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a une acceptation sociétale pour ce déploiement-là? Et deuxièmement, pour rejoindre la question, au niveau des terres rares, est-ce qu'on a fait des études économiques et de dépendance des terres rares pour les éoliennes? Oui, pour la deuxième question, je crois qu'on avait déjà discuté. Actuellement, je connais cette question des études en France. En Allemagne, on n'a pas beaucoup parlé de cela pour le moment, des terres rares. Mais en effet, il faut, oui, vous avez raison, il faut pratiquement tripler les capacités. Donc, c'est un effort énorme et il ne faut pas croire qu'en Allemagne, l'acceptation des éoliens est 100%. Ce n'est pas du tout le cas. Comme en France, toujours c'est l'effet je suis pour les éoliens, mais not in my backyard. Et puis, il y a des statistiques sur 100% des projets, 30% sont actuellement réfutés par les tribunaux. Donc, l'avancement est relativement lent et le nouveau gouvernement veut justement modifier les règles de construction de façon à pouvoir accélérer le développement. S'il vous plaît, on est en 2030. La France ne peut pas vendre de l'électricité à l'Allemagne. Pendant 10 jours consécutifs, il n'y a ni soleil ni vent. Pratiquement ni soleil ni vent. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Bon, on a toujours notre... Pratiquement. Rien, puisqu'on a une backup de au moins de 70 à 100 gigawatts moyen pilotable, qui sera à terme alimenté par les gaz, biogaz ou hydrogène. Donc, on gardera toujours des moyens pilotables à côté. Puisque même le nouveau gouvernement a admis 100% renouvelable sans backup, c'est illusoire. Oui, dans le dialogue qui vient d'avoir lieu, vous n'avez pas parlé des échanges européens sur les réseaux. Ça existe. Des fois, l'Allemagne nous vend du courant et des fois, on en vend. Bon, c'est une constatation, vous direz ce que vous en pensez. J'avais une question, mineure. Les Allemands vont beaucoup miser sur le gaz comme énergie intermédiaire. Comment on va faire? C'était votre diapo 43, je crois, où on voyait le pourcentage du gaz qui diminuait en consommation en Allemagne. Et puis la dernière remarque, vous les prendrez si vous voulez, c'est tout repose maintenant sur les épaules de M. Macron et de M. Scholz, ce qui fronde l'Europe. Parce que l'Europe, c'est le moment ou jamais d'harmoniser nos politiques sur le prix du carbone. Dieu sait que là, on est d'accord, je crois, avec vous. Par contre, par exemple, pour la taxonomie, on n'est pas d'accord. Voilà. Oui.
Oui, de toute façon, vous avez raison, hein, je ne peux pas dire d'autre chose. Taxonomie, bon, ça va se décider, je crois, maintenant, courant 2022. Et jusqu'à maintenant, l'Allemagne a été fortement opposée à introduire les nucléaires dans la taxonomie, hein. Mais par contre, il veut le gaz. Peut-être on se met d'accord en admettant les deux, hein. Bon. Pardon? Monsieur seulement dit que oui, c'est le gaz russe. Oui, entre autres, pas nécessairement. Bah, il y a aussi d'autres sources possibles, hein. Mais effectivement, les gaz russes, ça va être intéressant puisque ça, c'était dans ce contrat de coalition un point dur entre les sociaux-démocrates et le Vert. Le Vert ne veut pas les gaz russes. Et puis, la nouvelle ministre Affaires étrangères commence déjà à taquiner Poutine sur ces sujets-là, ce qui ne plaît pas du tout au chancelier, hein. Donc, ça va être intéressant, hein, encore. Oui, une petite question de détail. Dans les énergies renouvelables, vous comptez la biomasse. La biomasse représente de l'ordre de 8 gigawatts à peu près. Elle a un avantage, cette biomasse, c'est qu'elle est pilotable. Or, on la voit très peu pilotée. Bon, Elle ne fluctue pratiquement jamais. Oui. Et c'est assez étonnant. Pourquoi est-ce que, alors qu'il y avait eu un gros départ là-dessus, pourquoi ça stationne maintenant? Bon, effectivement, on a à peu près 8 gigawatts de biomasse en Allemagne et puis les prévisions pour 2030, c'est pas beaucoup plus. Ça veut dire ça stagne, d'accord, parce que d'abord les ressources sont pas là et en plus même en Allemagne la biomasse est plus en plus en discussion puisque c'est quand même acrobatique. Ça veut dire ça émet des CO2, mais vous récompensez par les forêts qui sont restituées après. C'est quand même un peu compliqué, hein, ces calculs-là, hein. Non, mais je suis bien d'accord. Là-dessus, je suis bien d'accord que le caractère neutre à moyen terme, c'est du pipeau, parce que je ne pense pas que les photons distinguent le CO2 fossile, si je puis dire, du CO2 biologique. Ouais, les calculs sont un peu acrobatiques pour le. Il est complètement bidon. Tu as parlé à la fin de ton exposé de puits de carbone technologique. Oui. Alors, qu'est-ce qui est derrière ce concept, sachant que en France c'est pareil, les puits de carbone naturels, on n'atteindra pas, à mon avis, en 2050, les puits de carbone qui sont prévus. Donc, toi, tu dis il y aura en plus des puits de carbone naturels, des puits de carbone technologiques. Oui, puisque les puits naturels ne suffiront pas. Vous avez encore plus de surface que l'Allemagne. Peut-être pour vous, c'est encore un peu mieux. Ouais. Mais les calculs, on n'arrivera jamais les 60 ou 70 mégatonnes résiduelles qui restent absorbées par les puits naturels. Donc non, l'industrie veut carbon capture and storage, hein, ça veut dire captage et stockage du carbone. Alors, captage, on sait faire. Oui. Stockage, le problème, c'est l'acceptation. Oui, il y a des projets. Les Norvégiens ont commencé à faire quelques projets là-dessus. Dans la mer du Nord. Oui, dans la mer du Nord. Cette idée, mer du Nord, aussi, par exemple, mon ancienne société a des projets stockage en mer du Nord, hein. C'est ça. Ouais, d'accord. Et à un moment donné aussi, tu as parlé de prix et tu as parlé d'industrie privilégiée. Oui. C'est quoi l'industrie privilégiée? C'est l'industrie privilégiée, c'est l'industrie qui ne paie pas entièrement la charge de soutien pour les énergies renouvelables.
Ça veut dire à partir, hein, je sais pas les chiffres, je peux te les donner là. À partir d'une certaine production annuelle, c'est un calcul compliqué par rapport aux valeurs marchandes de l'industrie. Ils ont donc des rabais. Ça veut dire ils paient moins. Ils ne paient pas la taxe à 100%, ils paient moins pour être compétitifs au marché international. Est-ce que ça me rappelle quelques souvenirs, est-ce qu'à un moment donné, la Commission européenne n'avait pas fait une directive sur les industries qui avaient droit précisément à une exemption de la taxe sur les renouvelables pour éviter les fuites de carbone? Oui, oui, bah, peut-être là, je ne peux pas répondre à ta question là. J'ai pas bah, il y a effectivement il y a une sélection d'industries qui a droit, peut-être se conforme à une, mais j'ai pas lu maintenant là, la prescription de la Commission européenne. Oui, pour les ménages allemands, l'électricité, ce n'est pas un poste finalement très important du fait de leur autre consommation et du fait qu'ils se chauffent beaucoup au gaz. Mais par contre, il y a des industriels qui effectivement consomment beaucoup d'électricité, donc pour qui la facture est relativement forte. Est-ce qu'il y a une expression publique de ces industriels face à la montée des coûts potentiels et réels aujourd'hui de l'électricité? Et voire même, est-ce que certains se positionnent en disant qu'il y ait des centrales nucléaires qui se construisent au Royaume-Uni, en France ou en Europe de l'Est, ça serait peut-être une bonne solution pour eux? Oui, bah pour l'instant, effectivement, cette discussion a déjà commencé en France, la montée des prix, la compétitivité de l'industrie. En Allemagne, jusqu'à maintenant, cette discussion, c'est pas vraiment fait, mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'on avait dans une situation de transition, il y avait un gouvernement sortant qui se sentait plus vraiment responsable et l'autre n'était pas encore en place. Mais je pense que cette discussion va commencer 2022. Si les prix continuent à augmenter. Bonsoir. Premièrement, encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. En gros, je crois que vous avez critiqué la politique énergétique en Allemagne. Donc, selon vous, qu'est-ce que serait la solution la plus efficace économiquement, à votre avis, pour l'avenir? Donc, est-ce qu'il va falloir construire de nouvelles centrales nucléaires peut-être, ou est-ce qu'il faut changer d'autres choses à votre avis? Et qui va payer ça? Donc économiquement, vraiment. Bon, là, je ne peux que donner une réponse normande. Bon, de toute façon, l'Allemagne, pour le moment, ne veut pas le nucléaire. C'est terminé. Donc, il ne reste que la solution que j'ai exposée. Bon, coûte que coûte. Bon, il y a beaucoup de calculs, mais tous ces calculs, ils sont toujours faits de façon, on regarde la transition énergétique et on regarde à côté un scénario sans transition énergétique. Mais vous avez tellement de petits leviers là pour faire des calculs, vous arrivez à un résultat que vous voulez. Hein. Et si vous êtes un protagoniste de l'énergie-wende, vous arrivez toujours à un résultat que ce qu'on fait actuellement est moins cher que d'autres choses. Alors, très difficile de dire, est-ce que c'est aussi disons, la France a toute une autre situation. Hein. Vous avez quand même un grand parc nucléaire. Ce serait quand même une folie arrêter ce parc nucléaire, hein. Honnêtement. Alors, bon, nous, on a pratiquement plus rien. On a encore 8 gigawatts. Puis bientôt, on n'a plus rien.
Et je ne pense pas qu'actuellement, quelqu'un pense à investir dans le small reactors en Allemagne. Merci pour votre exposé. J'avais une question, peut-être une question et demie en fait. Il y a eu beaucoup de débats là sur comment on fait quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, etc. En France, le débat a été éclairé il y a pas très longtemps par l'étude de RTE qui est sortie sur les futurs énergétiques. Est-ce qu'en Allemagne, il y a un organisme ou quelque chose comme ça qui aurait fait le même genre d'études récemment, où il y a peut-être plus de temps? Oui. Je suis navré, là, j'ai perdu l'exposé. Je fais comment là pour... Je n'ai pas compris. Vous pouvez me donner un coup de main là pour... J'étais sorti. Oui, j'ai un visuel là, que j'aimerais quand même vous montrer et peut-être aussi répondre un peu à votre question. Je ne l'ai pas montré dans mon exposé puisque bon, c'est peut-être c'est une simulation. J'ai pris une situation réelle. J'ai pris décembre 2020 ici. J'ai pris une situation le 10 décembre 2020, 17 heures, 130 gigawatts énergie renouvelable, seulement disponible 7%. Photovoltaïque 0, éolien terrestre et maritime, même pas à peine 2 gigawatts, un peu hydraulique, biomasse et en air. Alors maintenant, j'ai pris le programme de l'Agence fédérale des réseaux, je fais une simulation. Admettons, on passe du 10 décembre 2020 à 10 décembre 2030, 17 heures. Il y a une demande de 74 gigawatts, c'est même pas beaucoup. Et je ne tiens même pas compte de l'augmentation de la consommation. Et donc, hors nucléaire et hors charbon, on arrive à un déficit de 45 gigawatts. On peut produire avec ce qu'on a actuellement 29 gigawatts. Donc, un déficit à combler de 45 gigawatts. Bon, maintenant, les options envisageables. Effectivement, on dit toujours forte augmentation des capacités énergie renouvelable. OK, mais ça ne résoudra pas les problèmes intermittents qu'on a toujours. Bon, après, effectivement, pilotage de la demande. Mais la capacité est limitée. On est peut-être à 10 gigawatts, 7 à 10 gigawatts. Et le stockage, on a déjà vu tout à l'heure, ne remplit pas encore les conditions techniques et économiques pour être utilisé à grande échelle. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste les importations. Oui, dans la mesure où le pays voisin pourra fournir en cas de besoin, ce qui n'est pas sûr. Maintien en réserve des centrales à charbon. Ça veut dire la sortie du charbon ne se fait pas comme programmé. C'est une option que je ne voudrais pas éliminer complètement. Et finalement, la construction de nouveaux moyens pilotables, centrales à gaz ou cogénération de au moins 70 gigawatts. L'organisme qui est responsable en Allemagne, c'est l'Agence fédérale des réseaux. Par la loi. Elle est responsable pour la sécurité d'approvisionnement en électricité et en gaz. Et c'est elle qui dit au gouvernement, halt, ça ne va pas comme ça. Elle pourrait le dire. Ça, dans la loi, dans la loi allemande, c'est ancré. Peut-être pour avoir répondre à votre question, qui fait quoi là? Et déjà, en ce qui concerne, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, en ce qui concerne la sortie du charbon, si l'Agence fédérale des réseaux dit cette centrale est importante pour la sécurité, on ne l'arrête pas. Hein. Voilà. Merci. Je voulais vous demander,
quelle est la position de l'opinion publique vis-à-vis du nucléaire en Allemagne? Est-ce qu'il y a des débats des tenants du nucléaire et aussi? Il y a des sondages à ce sujet. Je dirais c'est moitié-moitié. Il y a la moitié de la population, selon ces sondages-là, si je cite un sondage qui était fait il y a 2 ans, qui dit que la moitié des personnes interrogées auraient préféré commencer par la sortie de charbon et garder le nucléaire, ce qui n'est pas complètement illogique. Mais il y a une autre moitié, notamment côté vert et dames d'ailleurs, beaucoup de femmes qui sont contre le nucléaire en Allemagne. Donc c'est moitié-moitié pour répondre à votre question. Il y avait quelques débats avant les élections. Il y avait quand même pas mal, même les grands journaux internationaux ont repris le sujet. Faudrait-il pas garder le nucléaire encore en fonctionnement? Il y a même des émissions à la télévision. J'ai vu moi-même dans une émission qui était toujours très très négatif vis-à-vis du nucléaire, qui a changé la vie, qui a dit peut-être il faudrait réfléchir, mais ça a coupé court maintenant. Le nouveau gouvernement a décidé sortir du nucléaire, la discussion est finie, est terminée. Oui, juste une autre question sur l'aspect international. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait une pression sur les voisins allemands. Qu'en est-il vis-à-vis de la Suisse? Je crois savoir que la centrale la plus vieille au monde se trouve à 40 km de Bâle, mais elle ne s'appelle pas Fessenheim. Oui, mais bien sûr aussi, cette centrale à côté de l'Allemagne fait partie des centrales où on aimerait le voir arrêter. Hein. Pareil. Hein, en France, c'était Fessenheim, c'est Cattenom peut-être. Et il y a les centrales à l'est, il y a quand même en Tchéquie des centrales nucléaires. Et puis là, le nouveau gouvernement, quand même, il y a des verts dans le gouvernement. Les écologistes, ils veulent quand même, au niveau européen, s'engager pour arrêter le maximum des centrales nucléaires. Hein. Ça va être intéressant. Hein. À la limite, je peux uniquement vous conseiller, tant qu'allemand, il faut rester ferme. Il ne faut pas se laisser faire. Hein. À quel moment le gouvernement allemand, donc qui vient d'annoncer des objectifs là en décembre 2021, la nouvelle coalition, à quel moment va-t-elle se réunir et repenser aux objectifs s'il y a une dérive dans la réalisation, je sais pas, du développement d'éolien, des développements des lignes électriques? Je pense normalement c'est 4 ans. Après, si après 2 ans il n'y a pas des effets importants ou un avancement important, ils ont certainement obligé à revoir le programme. Hein. Mais bien entendu, ce programme de coalition ou le contrat de coalition, ce n'est pas juridiquement contraignant. C'est ce qu'on pourrait faire. Par exemple, le gouvernement sortant de Mme Merkel, elle avait aussi un contrat de coalition, mais uniquement 70% était finalement fait à la fin. Hein, donc 30% n'était pas fait. Ça sortira pas. Bonjour, merci pour la présentation. Il y a un truc qui est un non-dit, c'est sur le renouvelable du renouvelable. C'est-à-dire que le renouvelable il doit être remplacé tous les 20-25 ans. La durée de fonctionnement d'une éolienne, c'est 25 ans terrestre et 20 ans en offshore. C'est-à-dire que toutes les éoliennes construites aujourd'hui en Allemagne vont devoir être remplacées d'ici 2045. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut tripler le parc actuel, c'est-à-dire qu'il faut déjà remplacer le parc qui a déjà été construit jusqu'à présent.
Et quelle est la stratégie de remplacement? Est-ce qu'on remplace à l'identique? Est-ce que les mâts sont démontés et les fondations démantelées pour pouvoir construire des éoliennes plus puissantes, plus grandes, qui ne sont pas constructibles sur le même site? Donc, quelle est la stratégie gouvernementale là-dessus? Parce que c'est pas anodin. Oui, mais la question est déjà à la une, puisque tous les éoliens qui étaient mis en service autour de 2000, ils ont d'abord, ils ne reçoivent plus la charge de soutien après 20 ans. Oui. Donc, économiquement, c'est juste. Et puis, il y a des calculs qui disent dans les prochaines 10 ans, on perdra environ 20 gigawatts d'anciennes éoliens. C'est qu'il faut rajouter encore au programme, il ne faut pas oublier. Donc, on essaie, là, le problème, beaucoup de gens veulent faire ce qu'on appelle repowering, ça veut dire mettre à la place de l'ancienne une éolienne plus grande, plus efficace. Mais les fondations ne sont pas compatibles pour refaire les fondations. Oui, ça dépend, il faut voir, hein, ça dépend des technologies. Bon, les technologies aussi ont avancé, mais effectivement, ce n'est pas dans tous les cas possible, vous avez raison. Mais il y a les problèmes ailleurs, puisque tous ces sites qui étaient accordés il y a 20 ans, le règlement a changé. Ça veut dire, c'est ça un grand problème actuellement. Le règlement a changé et vous ne pouvez plus construire sur ce site une éolienne plus grande maintenant. Parce qu'il y a les distances par rapport des habitations, il y a tas de règles qu'il faut respecter. Donc, ça freine cette fameuse repowering. D'ailleurs, c'est un sujet, bon, c'est aussi dans les contrats de coalition qu'on veut effectivement faire en sorte pour améliorer les règles, qu'on puisse plus remplacer les anciennes par des nouvelles éoliennes. Bon, ça, c'est les concepts actuellement. Hein. Oui. Et l'autre question, c'est sur l'énergie de transition qu'est le gaz soi-disant naturel, qui est fossile avant tout. C'est quoi? C'est l'hydrogène. Donc, c'est l'hydrogène qui serait fabriqué avec des éoliennes et du photovoltaïque. Je vous montre la jolie photo pour faire la propagande. Voilà, c'est la centrale à hydrogène des RWE là, qui s'est remis. Oui, mais l'hydrogène, il vient d'où avec hydrogène, bon, d'abord, il y a une partie produit en Allemagne, c'est ce que je dis, une partie par électrolyse lorsqu'il y a trop de vent, enfin par les excès l'excès de production, par les excès des renouvelables, hein, c'est ça, c'est une possibilité pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour utiliser les excès. Donc notamment l'idée est maintenant construire les électrolyseurs directement là où l'électricité est produite, ça veut dire en mer directement, hein, à côté. Donc il y a déjà des électrolyseurs là, mais ça ne suffira pas. L'Allemagne devrait au moins importer une grande partie. Alors maintenant, on a commencé, il y a des partenariats avec des pays Afrique du Nord, avec Amérique du Sud, Chili notamment, Australie, pour justement promouvoir là-bas la production d'hydrogène et l'importer en Allemagne après. Mais effectivement, c'est des grands transports hein, qu'il faudrait faire. Avec des méthaniers qui fonctionnent l'hydrogène, quoi. Oui, mais l'hydrogène est un peu pour tout le monde, même en France, c'est un peu la pilule magique quand même, non? Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, je vous remercie, on va s'arrêter. Peut-être une dernière, Monsieur Lauer, vous qui êtes un spécialiste et qui suivez ce qui se passe également en France, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on est capable d'atteindre la neutralité carbone telle que prévue dans les... Allez, dites-nous. Parce que nous sommes des fois dubitatifs aussi chez nous. Je dirais, là, je suis prudent puisque en 30 ans, regardez les 30 ans en arrière,
l'évolution des technologies. Il y a 30 ans, est-ce que vous avez cru que tout le monde a maintenant un smartphone ou je ne sais pas quoi? Non, hein, on ne connaissait même pas l'Internet. C'est vrai. Donc, il faut pas sous-estimer les progrès technologiques qu'on peut avoir dans 30 ans. Pour ça, c'est difficile à dire, ce ne serait pas possible, mais ce serait comme j'ai répété plusieurs fois, ce serait vraiment une tâche herculéenne. Hein. Ouais. Okay. Mais bon, si on ne commence pas, bon, d'accord, c'est tout bon, on ne va pas encore commencer la discussion, mais c'est toujours, l'Allemagne dit toujours, si nous ne faisons pas l'exemple, ou la France, les autres ne font rien. C'est ça, puisque finalement, on peut dire, qu'est-ce que nous on fait, la France fait quoi? 1% des émissions totales, l'Allemagne 2%. Bon, ça ne changera pas le problème, hein, si les autres ne suivront pas. Mais on dit toujours, si nous ne montrons pas exemple, qu'on arrive, les autres ne feront rien. Voilà, c'est pas un peu l'idée d'ailleurs. Hein. Okay. Écoutez, on vous remercie vivement. Merci beaucoup. Et